Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. C'est le libre journal de Joe Petit-Pauvon. Samedi matin, 9h, nous sommes en direct. Je remplace les irremplaçables Nicolas Stocker et la Rastam. J'espère de faire de mon mieux sur l'honneur qu'ils m'ont confié de les remplacer sur ce libre journal. Ils reviendront la semaine prochaine. Je suis très content, je suis avec Virginie, nous sommes en duo, il n'y a plus personne au studio, il n'y a que elle et moi, nous sommes que deux, mais je sais que malgré tout, vous aurez nombre de commentaires à faire ce matin. Nous avons comme invité le magnifique, le merveilleux Pascal Mas, grand spécialiste de la Russie. On parlera de l'OTAN, l'OTAN fédétienne. L'OTAN prépare-t-il la guerre? Est-ce que l'OTAN est là pour provoquer la Russie? Est-ce que l'OTAN cherche en effet à ce qu'on rentre dans un grand conflit armé? On saura tout dès la fin de l'émission avec Pascal Mas. Bonjour cher Pascal, comment allez-vous? Bonjour Mike, merci pour cette invitation et bon, désolé de ne pas être sur place. Il n'y a pas de Mais problème, cher Pascal, vous ne pourrez pas vous asseoir dans les merveilleux nouveaux fauteuils en velours que nous avons ici à Radio Courtoisie et qui siraient tellement bien à vos jambes et à Corpulence, votre oui, corps. merci. Ben, au risque de vous décevoir, Mike, que j'ai déjà testé ces fauteuils il y a quelques Ah, semaines. ah d'accord, vous avez vu, ils sont bien, hein, c'est des bons fauteuils, là vous avez envie d'y rester un peu plus d'une heure et demie. Hein. Ah oui, comme on dit avec les politiciens, ils veulent jamais quitter leur siège, et ben voilà, c'est ainsi. Voilà, on a l'impression que c'est les fauteuils de l'Assemblée nationale, peut-être on a piqué. Voilà, voilà. Voilà. Là où part notre argent. Bon, soyons sérieux, on va parler de l'OTAN. Et bien entendu, bon bah, ce sera des informations aujourd'hui qui ne sont pas vraiment révélées dans les grands médias subventionnés. Mais l'OTAN fait des siennes actuellement, cher Pascal. Alors, l'OTAN ne fait pas des siennes maintenant, c'est-à-dire Ah oui, qu'on ça est fait passé quelque à temps qu'il fait des siennes. Mais là, ils avancent encore plus. C'est cela. Donc, oui, parce que la situation sur le front, du côté de Donbass, devient catastrophique pour les Ukrainiens. Donc, les pertes j'ai fait une petite liste là tout à l'heure, rien que pour cette semaine. Les pertes sont considérables. L'armée russe avance à grands pas, y compris dans des régions qui étaient inattendues. Et donc, en plus, Zelensky commence à être contesté au sein même de sa mafia. Donc, ça se tourne très très mal. Donc, c'est pourquoi, pour pouvoir garder la cohésion, notamment au niveau de cette aventure dans laquelle Macron nous implique, c'est-à-dire les volontaires, le groupe des 25 volontaires, il faut trouver un prétexte pour pouvoir maintenir cette cohésion, alors que manifestement, le front se dégrade de toutes parts. Donc, c'est ce à quoi on a assisté au cours de ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire des provocations, des accusations sans fondement, sans preuve. D'ailleurs, la presse américaine a elle-même, la presse américaine, hein, je ne fais pas de la propagande, le Wall Street Journal a bien reconnu qu'il n'y avait pas eu de franchissement Bah tiens, viens, du... expliquez-nous ça. Expliquez-nous et Ah, après parlez-nous du Wall d'accord. Street Journal. Expliquez-nous D'accord. avant ce dont on accuse justement la Russie. Alors, les dernières accusations qui sont aussi fantasmagoriques que les précédentes, c'est que la Russie violerait l'espace aérien des pays de l'OTAN, donc de l'Estonie et de la Pologne, et aussi ferait survoler certains territoires par des drones. Là, notamment, cette semaine, c'était une hystérie complète à propos des aéroports du Danemark. Bon, donc ça n'a aucun sens parce que déjà, avec les systèmes de détection électronique dont disposent les gens de l'OTAN et notamment la surveillance par satellite américain, un drone de 25 cm, on le verrait passer. Alors que là, on n'a pas de preuve, il n'y a aucune preuve d'ailleurs, on voit aucun drone, il n'y a pas de drones qui ont été abattus sur le territoire de l'OTAN. Tout ça, c'est de la pure propagande qui est relayée sans vérification et sans contrôle par les médias occidentaux. Il suffit de voir, parce que vous avez parlé tout à l'heure des médias subventionnés, mais les autres, ça vaut pas tellement mieux.
Hein. Quand Zelensky dit les Russes ont fait ça, bon, bah, on fait un bandeau en dessous de l'image en disant les Russes ont fait ça, sans bien vérifier. Zelensky dirait les Martiens ont fait ça, on met les Martiens ont fait ça. Et si ça continue, il va dire que la Terre est plate, Jérusalem en est le centre. Ce qui fut la vérité révélée pendant des années, pendant des siècles au Moyen Âge. Bon, on est dans la fantaisie la plus absolue. Enfin, si fantaisie, ça serait drôle, hein, parce que c'est un fait que Zelensky, son premier métier, c'est d'être clown. Mais là, il est plus drôle du tout. Et là, en invoquant l'article 4 de la charte de l'OTAN, qui est l'article précédent de fait de l'article 5, si jamais ça continue comme ça, à base de provocation de la part de l'OTAN sur la Russie, il peut y avoir une riposte, déjà, premièrement, ça a été annoncé par l'état-major russe, et une graduation du conflit bien plus dangereuse que ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, parce que en effet, faut se dire ainsi les choses, c'est que si il y aurait attaque de la Russie contre un pays de l'OTAN, ça veut dire que l'ensemble de l'OTAN doit aller selon les textes en C'est guerre, ça. doit déclarer la guerre à la Russie. C'est ça en fait. C'est ça, c'est l'article 5 que je viens de mentionner. L'article 4 qui a été invoqué cette semaine, notamment par les Estoniens et par les Polonais et les Lituaniens, c'est que les pays de l'OTAN doivent se concerter pour étudier le niveau de dangerosité de l'événement. Et l'article 5, c'est la réponse. C'est-à-dire que c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays de l'Union européenne doivent, c'est impératif, ça fait partie de la charte de l'OTAN, assistance aux pays attaqués. Alors, ce qui serait assez cocasse, enfin, cocasse, si je puis dire, c'est que la Turquie en fait partie. Donc, imaginons la Turquie, membre de l'OTAN, attaquer la Russie. Ça serait quand même assez original. Oui, et d'ailleurs, le président de la République a fait son petit voyage en Pologne pour déclarer tout l'amour qu'il n'a pas en réalité pour les Polonais. Mais bon, il l'a fait quand même. Et visiblement, lui aussi a un agenda. Et j'ai l'impression que de plus en plus, cet agenda, c'est nous embarquer vers quelque chose d'irrémédiable. Alors, c'est exact. Alors, attention, il y a deux volets. Il y a le volet OTAN, c'est-à-dire plutôt l'aspect militaire, et il y a le volet ingérence de l'Union européenne dans des pays souverains qui n'en sont pas membres. Je pense à la Serbie et surtout actuellement à la Moldavie, parce que en manipulant les élections en Moldavie, l'Union européenne, alors là, c'est plus tellement Macron, c'est plutôt von der Leyen qui est à la manœuvre, mais ça marche ensemble, hein, c'est un binôme. L'objet serait d'installer un régime véritablement anti-russe en Moldavie pour pouvoir faire des pressions sur les petits territoires que peu de gens connaissent en France, qui s'appelle la Transnistrie, qui est en vérité un territoire, une bande entre la Moldavie et l'Ukraine, pour créer des incidents dans cette zone-là, qui est essentiellement une zone militaire russe, héritée de partage d'autrefois, et là, déclencher un conflit qui serait, là, par contre, tragique. Alors, on sait que Emmanuel Macron est un agent des banques occidentales, la banque Rothschild et des banques peut-être américaines. On sait que voilà, c'est un agent, pour moi, c'est un agent américain. Est-ce que justement l'agenda qu'il prépare afin d'oublier peut-être, afin de faire peut-être sortir l'Occident, enfin une partie de l'Occident, de la dette faramideuse que possèdent les Américains, mais aussi la France, n'est-il pas de faire rentrer eh ben, cet endroit du monde dans la guerre? Bah, absolument, quand vous dites que Macron est un agent américain, il ne faut pas oublier que c'est un ancien du programme Young Leaders. Donc, c'est cette fabrique d'influenceurs et d'espions à la solde des États-Unis qui gangrène de nombreux gouvernements et de nombreux centres de décision en Europe, en particulier en France. Alors, nous avons eu des Young Leaders dans les gouvernements de François Hollande et de Nicolas Sarkozy.
Donc, c'est une incursion. Si la Russie faisait ça avec un centre de formation en Russie, et puis envoyer ensuite des influenceurs comme cela, tout le monde crierait au scandale. Mais là, ça passe crème, c'est pas un problème. Alors, sur le fait que Macron soit lié aux banquiers, je pense de moins en moins, parce que même au niveau de l'état-major de la banque Rothschild, on essaie de s'en détacher au maximum. Donc, Qu'est-ce qui Christine vous fait Lagarde, dire ça? des révélations qu'il faut bien savoir lire du Wall Street Journal. Qu'est-ce qu'elles disent, ces révélations? Qu'ils ne reconnaissent pas vraiment Macron comme, alors ça c'est l'état-major mondial hein, de la banque Rothschild, hein, qu'ils ne reconnaissent pas vraiment Macron comme l'un des leurs. En résumé. Bon, évidemment, ça s'étale sur une colonne, mais l'esprit est là. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas comme tel. Alors, le fait que le pays soit endetté et qu'on déclenche une guerre pour ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Autrefois, au Moyen Âge, quand les rois, notamment Philippe le Bel, ne voulait pas payer ses dettes, il brûlait les banquiers lombards et juifs en tant qu'hérétiques. Ah, Hein, c'était la belle époque, quoi. Eh oui, on se rappelle aussi Louis XIV, ce qu'il faisait avec ses créanciers. C'était une belle voilà. époque. Bon, et puis L'époque bénie. alors, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, puisque vous parlez des méthodes d'autrefois, la semaine dernière, on a vu les guillotines se promener dans les rues des villes françaises. Donc, bien que, à ma connaissance, la peine de mort a été abolie sous Mitterrand par Robert Badinter, il y a des gens qui préconisent la réutilisation de cette machine. Donc, je crois que J'aime pas on dit trop la guillotine. Je préfère les anciennes méthodes de Philippe le Bel. C'est plus sympathique, non? Écoutez, chacun son choix, mais nonobstant, quand on veut se J'aime bien le débarrasser de... Mitterrand. Le Mitterrand. Tiens, Oui, Mitterrand. oui, Voilà, oui, mais c'est c'est comme ça, la particularité cocasse de notre ami Pascal Mitterrand. Mitterrand, ben, ça a une signification pour les gens qui ont connu 81 et avant. Pourquoi? Dites-nous, tiens. Eh bien, c'était la manière dont les opposants à l'époque, le RPR, dont j'étais membre, euh, pour certains, qualifier le président de la République française élu le 10 mai 81. C'était, bon, il y a aussi Georges Marchais qui l'appelait comme ça, mais lui, c'était plutôt euh, parce qu'il avait une accentuation très particulière. C'est vrai. Mais bon, c'est une sorte de petit gimmick pour se reconnaître, Ah bah très bien. comme authentique opposant. Voilà, c'est-à-dire que quand on rentre quelque part, le code c'est Mitterrand, et là vous rentrez Pour en... pour une certaine génération, oui. Voilà. Bon, soyons sérieux. Voilà, c'est ces actions là que l'OTAN là condamne, disant, enfin tout ça c'est calculé, j'imagine. Mais quel est le but in fine en fait de la part de Alors, l'OTAN? il peut y avoir plusieurs buts. Alors d'abord, ces choses-là ne sont pas chaleureusement encouragées par les États-Unis. Donald Trump a montré sa frilosité par rapport à ce genre de choses. Bon, il fait des déclarations quelquefois assez surprenantes, dirons-nous, mais c'est pas lui qui est à la manœuvre. Les vrais va-t-en-guerre qui poussent les Polonais, surtout les pays de la mer Baltique, hein, les pays baltes plus la Pologne, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais qui, une fois de plus, essayent, étant donné que le pays ne va pas extraordinairement bien, bon, nous, on n'a pas grand-chose à dire de plus, qui ont aussi intérêt à semer la discorde, comme ils ont toujours fait, nous le savons Ouais, c'est le tous. retour de la perfide Albion sur la scène internationale. Absolument, mais bien sûr, et même pas caché, les déclarations du Premier ministre britannique et de son homologue allemand qui ne vont pas mieux, ne sont sans ambiguïté. Les pays sont en crise. La Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais continue toujours à peser à travers justement l'OTAN dont nous parlons depuis le début de cette émission, continue à semer la discorde, à semer des sujets de friction, éventuellement entre Européens, notamment contre Madame Mélanie, pour pouvoir semer la discorde comme ils ont toujours fait. Il suffit de voir comment ils ont décolonisé leur empire. En coupant des petits morceaux, ça a donné l'Inde, Pakistan, Yémen, Irak, Koweït, etc. Enfin, Singapour, Malaisie, enfin, partout. Les Anglais
quand il faut pas oublier que c'est une île, donc pour se protéger, il faut semer le bazar par ailleurs. Ouais, Surtout, en fait, c'est la nouvelle, le retour de l'accointance entre les Germains et les Anglois, oui, qui ont mais bien été sûr. toujours les ennemis héréditaires de la France et qui se rappellent de cette belle époque, enfin de leur belle époque à eux, et cherchent à semer, comme toujours, la zizanie, hein. Oui, c'est ça, on change de méthode, on change de vocabulaire, on change de matériel, puisque maintenant on parle de drones et de missiles à longue portée, mais c'est la même chose qu'à Azincourt, qu'à Crécy, c'est exactement la même chose. Je comprends pas qu'on tienne pas toujours en joue les Germains. Pourtant, on est théoriquement beaucoup plus puissant euh, militairement qu'eux. On pourrait les annexer en 48 heures. Mais bon, visiblement, parmi nos élites dirigeantes, ils ont préféré se soumettre au Deutschmark euro de Berlin, quoi. Alors ça, c'est l'aspect économique que vous Oui, économique mentionnez. et maintenant et même militaire dorénavant, parce que visiblement, les Allemands, on va leur permettre d'avoir une nouvelle armée, ce qui n'a jamais été le cas depuis l'après-guerre. N'oublions pas, hein. Et parce que j'ai entendu les déclarations de leur chancelier, d'ailleurs qui s'appelle toujours chancelier, le chef d'État allemand. Il va, je crois, investir 1000 milliards d'euros, quelque chose comme ça, sur 10 ans. C'est quand même beaucoup Oui, d'argent, ce qui n'est même pas, ce qui est beaucoup plus que la France, hein. oui. Et donc, du coup, les Allemands auront, d'ici 10 ans, une armée supérieure à celle de l'armée française. Or, bien entendu, la dissuasion nucléaire. Et encore, je ne sais pas, parce que visiblement, nos élites ont peut-être décidé de partager cette dissuasion nucléaire avec les Boches. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, visiblement, les Allemands auront, in fine, grâce à nos élites, toujours la prédominance sur nous. Alors ceci n'est pas dû exclusivement aux Allemands. Il ne faut pas oublier Non, c'est que dû aussi à l'erreur dans la classe dirigeante. Enfin, je veux dire, à la soumission de la classe voilà, dirigeante. voilà. C'est-à-dire que nous avons, nous, l'armée française, je dis bien nous, parce que nous sommes citoyens français, nous avons des généraux qu'on voit souvent sur les plateaux, notamment sur LCI, qui, eux, en croquent de l'ONU, de l'OTAN, pareil. Bon, c'est-à-dire que eux, ils ont eu ou ils ont des situations très enviables au siège de l'OTAN à Bruxelles, avec des rémunérations très confortables, bien supérieures à ce qui toucherait uniquement en tant que solde de l'armée française, et qui sont également des agents de l'OTAN. Donc leur intérêt à eux, c'est que cette organisation criminelle continue à exister parce que c'est leur vie, leur confort qui en dépend. Donc vous avez des responsables militaires français qui adoptent les choix de l'OTAN contre l'industrie militaire française, c'est-à-dire contre Dassault, contre Matra, etc., parce que c'est leur intérêt que l'OTAN dépense des milliards de dollars, je dis bien dollars, c'est plus de l'euro, des milliards de dollars pour acheter du matériel américain. Donc, les grands gagnants de tout ça, ce ne sont pas du tout pas forcément les banquiers, bien sûr, les banquiers jouent leur rôle, mais les grands gagnants de cette opération, ce sont les États-Unis. Et Donald Trump ne s'en cache pas, puisqu'il a forcé, par exemple, le Turc à acheter du gaz liquéfié américain pour 136 milliards de dollars. Et ça fait fonctionner comment l'économie américaine. Et qui pourrait le damner? Il fait travailler son pays, son économie, sa population. hein. Donc, si on avait des dirigeants qui en faisaient autant, ça, c'est pas ça s'écrit pas pareil. Si on avait des dirigeants européens ou français surtout qui privilégiaient l'intérêt de leur peuple et de leur pays et de leur économie, eh bien, on n'en serait pas là parce que justement, il y aurait il y aurait une contrebalance contre les intérêts américains. Or là, vous avez mentionné toutes les dépenses complètement faramineuses que l'Allemagne, dont je doute même que ça aille au bout, cette opération des 1000 milliards. Parce que c'est une invocation du chancelier allemand, mais c'est pas sûr que les milieux d'affaires qui souffrent beaucoup en ce moment, notamment du fait que l'énergie leur coûte le triple de ce qu'elle payait, ce qu'ils avaient avant,
la crise qui s'en est en suivi, que les milieux allemands, qui eux sont décideurs en Allemagne, acceptent cette décision. Ici en France, de toute manière, Macron distribue des milliards que nous n'avons pas, sans que personne ne réagisse, vous l'avez remarqué. Et quand Zelensky demande 160 milliards de dollars de plus pour boucler son budget, tout le monde dit oh, bah, bah, pas de problème, on va vous donner ça, mon ami. Alors on dit que c'est un prêt, bien sûr, mais on leur sait avec quoi? Avec des œufs du poulet aux hormones? Non, mais en effet, c'est un scandale faramineux. Et puis, rappelons toujours que les Germains et les Anglois seront constamment avec les Américains. Les WASP, ne serait-ce que par les anglo-saxons, anglais, et puis nombre d'Américains sont des Germains. Je crois même que Trump est d'origine allemande. D'origine allemande, oui, bien sûr. Oui, oui, enfin, ça c'est très ancien, vous savez. Oui, mais Ça, c'est des liens qui sont indéfectibles. C'est une c'est pas réalité. sûr, vous savez, l'avenir et même le danger pour les États-Unis, c'est le Pacifique, hein, c'est plus Hambourg et Manchester. Donc, Ah ben non, c'est leur c'est, allié. C'est avec eux qui deal. oui, mais tout ça, c'est un repli de tout un monde occidental qui ne comprend même pas que toutes ces manœuvres sont contre-productives et renforcent justement, vous savez très bien de quoi j'ai parlé, renforcent le Sud global et notamment les BRICS. Donc, qui, eux travaillent en collaboration. J'en parlais encore hier lors d'un dîner. Il y a des opérations BRICS qui n'impliquent pas tous les membres des BRICS, mais toutes les semaines, et dans divers domaines, y compris la mode, y compris la musique de variété. Ben C'est oui, des on a choses vu l'Eurovision, enfin Ouais, l'Eurovision, je crois que ça s'appelle l'Intervision en ouais, Russie, qui a ouais. rassemblé, je crois, 2 milliards de téléspectateurs, où le monde entier est venu chanter en Russie. Bien sûr, bien sûr. Et ça, bon, donc on est un petit peu loin de l'OTAN, mais l'OTAN est le bouclier d'une civilisation qui n'a pas su se régénérer, quoi. Et en plus, bêtement, parce que de vouloir attaquer la Russie, ça n'a pas eu beaucoup de succès au cours de ces derniers siècles, hein. Je peux vous dire que j'ai cité deux noms qui sont assez connus, qui s'appellent Napoléon et Hitler, et ça n'a pas eu le succès escompté ni par l'un ni par l'autre. Alors vous avez parlé tout à l'heure de Trump, qui c'était pas son affaire, enfin c'était pas il n'était pas la manœuvre sur ce que faisait l'OTAN. Comment se fait-il qu'il n'était pas la manœuvre justement parce que l'OTAN c'est quand même un jouet américain. Est-ce que l'OTAN trouve son indépendance? Alors, non, pas du tout. Mais Donald Trump, même s'il a fait l'académie militaire, c'est pas un guerrier. Voilà, c'est un homme d'affaires, c'est un type qui préfère faire du business avec n'importe qui et avec tout le monde, plutôt que d'être dans des conflits permanents qui, de toute façon, coûtent très cher et n'en enrichissent que certains. Hein, les profiteurs de guerre, on les connaît, dans chaque guerre, il y a toujours eu, ceux qui vendent les armes sont toujours les grands vainqueurs. Bon, il n'est pas issu de ce milieu. C'est-à-dire que, contrairement à ses prédécesseurs qui ont été sénateurs, qui ont eu des fonctions au sein de l'État profond, et qui étaient dépendants justement du complexe militaro-industriel, il n'est pas issu de ce milieu. Lui, il est du business immobilier média. Donc, les gens qui veulent faire la guerre à tout prix, ce ne sont pas ses amis, hein, contrairement à Obama, le prix Nobel de la paix Obama, et Joe Biden. Et si la Kamala Harris avait été élue, on serait déjà en conflit. Parce que les propos qu'elle tenait pendant la campagne, c'était bon. Effectivement, elle était hystérique dans tous les domaines. Mais dans ce domaine-là, elle est encore plus grave que Biden. Et donc Donald Trump, justement, il s'est présenté et il fait les efforts le maximum pour terminer les guerres des autres. C'est une constance aux États-Unis. Les démocrates commencent les guerres, ce sont les républicains qui les terminent. Et donc, c'est plutôt dans ce domaine-là. C'est pourquoi il y a des déclarations, alors quelquefois contradictoires, parce que quelquefois, il y a eu le sommet d'Anchorage, si vous voulez, on pourra en débattre un petit peu, parce que c'est quelque chose d'extrêmement symbolique.
qui s'est tenue cet été. Et puis, il y a d'autres déclarations qui vont pratiquement à l'inverse de l'esprit du sommet d'Anchorage. Mais ça, c'est parce que il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, un président est élu pour 4 ans, et au bout de 2 ans, il est déjà en campagne pour pouvoir garder sa majorité. Bon, alors nous, ici, majorité parlementaire, on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais là-bas, c'est les midterm elections, comme on dit, c'est des élections de mi-mandat, et où il peut risquer de perdre le contrôle sur le Parlement américain. Et ça serait très dangereux parce que le Parlement américain est beaucoup plus puissant que le Parlement français, notamment en matière budgétaire, et peut très bien influencer dans un sens les orientations du gouvernement américain. Donc, il est forcé, c'est comme ça que je l'analyse, moi, de donner des gages à son opinion publique qu'il n'est pas un agent de Poutine et qu'il défend réellement les intérêts fondamentaux des États-Unis. Surtout qu'il est en situation difficile parce que en soutenant le Premier ministre, la politique du Premier ministre Netanyahou, il est très critiqué sur ce front. Donc il est obligé de faire des déclarations qui nous paraissent de ce côté de l'Atlantique très surprenantes, mais qui sont en vérité à destination de son peuple. Ce sont des déclarations de politique domestique, de politique intérieure. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, n'apporte pas son soutien conditionnel à l'OTAN, on l'a bien vu, qu'il raccourcit sa présence, qu'il envoie son envoyé spécial, tout ça. C'est pas, ils se sont pas concernés. Au contraire, il a même forcé les Européens à dépenser plus pour pouvoir, lui, dépenser moins. Parlez-nous un En- peu en- justement de ce sommet-là. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Parce qu'on en a très peu parlé en réalité dans les grands médias. C'est normal parce que, bon, si je puis dire, pas grand monde n'a compris ce qui se passait. En vérité, déjà, le lieu, Anchorage, l'Alaska, autrefois, faisait partie de la Russie d'Amérique. Elle a été vendue à un prix dérisoire, comme Napoléon a vendu la Louisiane, ce qui a fait que c'est devenu un État américain. Bon, ce qui était important, c'est que c'était la composition des deux délégations, délégation russe et délégation américaine. Les médias occidentaux n'ont vu que le tapis rouge, que le sweatshirt URSS de Monsieur Lavrov. Ils ont vu, comme d'habitude, que Que le l'écume paraître, si je puis dire. que ça. Que ce qui est. D'ailleurs, Lavrov, s'il a mis un truc comme ça, c'est pas pour rien. Hein. Le connaissant, je peux vous assurer que c'est pas une erreur de sa garde-robe. Bon, surtout en Alaska. Mais ce qui était important, c'était que, bon, il y a eu un cafouillage, parce que personne ne l'a vraiment remarqué, mais ceux qui connaissent un petit peu les voyages officiels, c'est que l'avion du président Poutine est arrivé, est avancé trop, il a fallu déplacer le tapis rouge. Donc, mais ça, c'était l'aspect plutôt cocasse. L'autre aspect qui était important, et c'est pour ça que Macron a essayé de s'incruster comme un vrai cancrelat auprès de Donald Trump après, c'est que les deux présidents ont rejoint le lieu de la conférence dans la même voiture, qui, en termes de sécurité, n'existe pas. C'est impensable. Et c'est bien pour montrer qu'il y avait une volonté de rapprochement, y compris physique. Ça, c'est l'aspect visible. Bon, tout le monde n'a pas compris, mais après, l'aspect le plus important, c'est ce qui s'est dit. On n'a pas dit grand-chose, en vérité, de ce qui s'est dit, parce qu'il n'y a pas eu de conférence de presse. Vous vous souvenez que ça a duré que quelques minutes, où les deux présidents ont abordé pratiquement, il n'y a pas eu de déjeuner. Les présidents n'ont abordé que des sujets qui pouvaient intéresser les journalistes. On leur donne un os à ronger, pendant ce temps-là, on travaille. Parce que, je reviens à ce que je disais précédemment, les deux délégations étaient composées essentiellement de personnalités du monde économique. Et les Occidentaux, à commencer par les Européens, les Américains ne comprenaient rien. Donc, ils ont dit un peu ce qu'ils croyaient comprendre. On dit que c'est un sommet sur l'Ukraine. Mais pas du tout. Un sommet sur l'Ukraine, il ne se serait pas tenu en Alaska. Et l'Ukraine a certainement été abordée, mais compte tenu de la composition des deux délégations, les sujets qui ont été abordés étaient bien plus sensibles, c'est-à-dire le contrôle du détroit de Bering, pour éviter justement des accidents avec des violations d'espace aérien éventuelles, et surtout le contrôle de la route nord par la mer Blanche, qui maintenant est ouverte du fait de la fonte des glaces,
pour pouvoir contenir l'influence chinoise. Ça, c'était bien plus important que les tribulations de Zelensky en Ukraine. Et ça a été complètement évacué. Parce que c'était au mois d'août, parce que, bon, bah, il y avait quelques images, c'est tout. Mais le problème est là, c'est que après se sont suivis deux autres sommets qui étaient fondamentaux. Celui de Tianjin, où là, les Occidentaux n'ont vu évidemment que les bras dessus, Xi, Poutine et Kim. Et puis après, le sommet de Washington, avec les Gugus qui attendaient pour passer leur oral dans le couloir du bureau ovale. Enfin, c'était hallucinant, hallucinant. Mais sachez, mec, on se connaît. Moi, je suis abasourdi chaque jour de voir la méconnaissance de ceux qui prétendent être Ça sachants. vous surprend, ça? Oui, cette nullité, oui. Des diplomates, des journalistes, des analystes, des militaires. Alors ça, franchement, ça me désarçonne. À l'époque de Mitterrand, c'était quand même différent. Oui, ben, je vais vous dire que oui. Il y avait des gens plus compétents. Il y avait notamment des ministres des Affaires étrangères, je pense à Hervé Drin ou à Roland Dumas, qui étaient autre chose que cette espèce de purge de Jean-Noël Barrot, dont la mémoire de son père me revient à chaque fois. Et Ouais, le fils de Jacques Barrot qui était un UDF historique, bon, même s'il était UDF, hein, tout le oui, monde n'est pas ben, parfait. on arrivait à Euh, s'entendre. On arrivait à s'entendre. voilà. Mais c'est surtout que c'est un esprit brillant. Il faut pas le renier. Bon, donc là, ce qui me désarçonne. Malheureusement, Jacques Barrot n'a pas d'héritier brillant entre lui Ah et non, Wauquiez. Ça va pas bien loin, hein. non. Mais vous savez, ce qui m'inquiète, parce que ce qui renforce mon inquiétude, ce sont les contacts que j'ai avec différents amis sur différents continents, Bah certains justement, qu'est-ce qu'il aussi. vous dit, ses amis dans différents Et continents? ben voilà. Et ben voilà. Et bien, ils sont d'abord complètement stupéfaits. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Alors, pour la plupart, ce sont des gens qui sont amoureux de la France et de Paris. Donc, au mois de juillet, j'ai reçu un de mes amis qui habite à Philadelphie, qui n'était pas venu à Paris et en France depuis 7 ans. Il m'a dit, mais c'est pas possible que cette poubelle. Et puis, il me dit, il a une fille de 14 ans et un garçon de 11 ans, et il me dit, est-ce que tu crois que je peux laisser mes enfants en pleine journée prendre le métro, le RER en l'occurrence, pour venir à Paris? Je dis, mais attends, parce qu'il avait vu la finale du football et puis la fête de la musique au mois de juin. Et donc, ces images-là, elles tournent partout. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et c'est pas forcément avec vocation de nuire à l'image de la France, c'est tout seul. C'est-à-dire que moi j'ai été interviewé la semaine dernière par la télévision d'Azerbaïdjan. Bon, en arrière-plan, on avait les manifestations à Paris avec les casseurs et tout ça. C'était quand même effrayant. Donc le monde entier voit ça. Donc la France, c'est quoi? Un espèce de guignol qui veut. C'est la voix de la France. Alors bon, avant-hier, je déjeunais avec un représentant de la Chambre de commerce du Liban. S'il y a un pays qui est déçu de la France, c'est bien le Liban, justement, parce que ils comprennent pas. Et alors je leur dis, mais moi non plus, je comprends pas. Je peux pas vous expliquer. Je peux pas vous expliquer pourquoi Macron est tellement va-t-en-guerre alors que la population française n'est absolument pas prête, à s'engager dans un conflit pareil. Alors déjà, on n'a pas les moyens. Hein. Les moyens financiers, vous avez abordé ça en début d'émission, mais les moyens techniques. Les généraux, enfin les hauts gradés de l'état-major français qui le savent, je commence par le général Pierre de Ligny, ils savent très bien que si on était en vrai conflit, on ne tient pas 5 jours. Alors, il se trouve que moi j'ai reçu à ce niveau-là l'ancien plus haut amiral de France à géopolitique profonde, qui est monsieur Oudot de Dainville, qui a été donc du coup en gros le patron de la marine française entre 2005 et 2008. Il a travaillé avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il a commandé le Clémenceau et c'est lui qui a fait construire en gros le Charles de Gaulle.
et il m'expliquait que par la marine, lui parle de la marine, hein, parce que c'est vrai qu'on parle trop souvent de l'armée de terre et très peu de la marine. Eh bien, la France avait quand même quelques atouts importants et il m'expliquait que beaucoup se passe aussi sur mer. Et pourrait aussi passer sur mer, même face à la Russie, hein. Oui, mais imaginez par exemple que la Chine, qui ne rêve que de ça, veuille annexer la Nouvelle-Calédonie. On en voit quoi? Eh ben, il se trouve que lui m'explique que notre marine, nos sous-marins, etc., sont parmi les meilleurs du monde. Encore. C'est vrai, mais ils sont pas assez nombreux. Ah, Là, ça c'est là, vrai. Ça c'est vrai que je crois que il y a 60, je crois, sous-marins chinois. Il y en pour a l'instant. 8 en France. Bon, ça c'est sûr que Mais c'est pas. les Chinois construisent l'équivalent de toute la flotte française en 3 ans. Après, faut se dire aussi les choses. La Chine, quelle guerre a-t-elle gagné dans son histoire? À part contre les voisins asiatiques. Je veux dire, la Chine, c'est pas. Moi, je crois pas que la Chine. Vous avez parlé de Donald Trump comme étant un businessman. Je pense que la Chine, c'est un peu la même chose. Ce sont pas des Oui, bateaux en guerre. non, c'est pas eux qui vont agresser, ça c'est sûr. Ils ont un contentieux sur Taïwan, hein, et d'autres îles dans la mer de Chine. Mais ce sont pas eux qui vont agresser, c'est un fait, c'est pas la doctrine. Mais ils ont un équipement et du personnel, parce que là on est parti sur un autre théâtre. Mais si vous voulez, on va revenir sur le théâtre ukrainien. Mais les Chinois, ils peuvent mobiliser en une semaine 25 millions de combattants. Et ils ont en permanence 6 millions de combattants opérationnels. L'armée française, elle tient dans le Stade de France. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les Indiens qui font, qui sont aussi en capacité et qui augmentent considérablement leur potentiel militaire, euh, ils commencent à avoir des porte-avions, ils veulent des sous-marins, ils achètent, bon, ça c'est encore discutable, des Rafales, ils ont bien raison, ce que ne font pas les Européens. Euh, L'armée indienne, elle n'est plus l'armée du moment de l'indépendance en 47. Hein, Mais ils sont munis de l'arme nucléaire. Et n'oublions pas, vous allez dire que je suis obsédé, mais l'Inde, la Chine et la Russie, c'est ça les BRICS aussi. bien Alors, sûr. l'Indonésie est rentrée en début de cette année. L'Indonésie, c'est un très grand pays en matière c'est des îles, hein, c'est un grand archipel, et ils sont en train de s'équiper de matériel naval qu'ils n'avaient pas Alors, auparavant. Oui, j'ai une question d'auditeur apportée par la merveilleuse Nini Vlam. Nini Vlam, vous connaissez Nini Vlam comme chanteuse? Elle réalise chez nous, et en plus elle chante dans un groupe Nini Vlam. Vous avez vu bon, ça? j'ai hâte de la découvrir pendant l'intermède musical. Bah oui, on va la découvrir. C'est vrai que je comprends pas. On a une chanteuse parmi nous qui a un groupe et tout, et on n'entend jamais. On entend les requiem de Mozart et tout. Bon bah c'est bien. Moi j'aime bien aussi, mais je veux entendre Nini Vlam. Enfin, c'est une voilà, Monsieur Bouclé, le grand patron de Radio Courtoisie. Mettez-nous dans les oreilles avant les controverses du Nini Vlam. Voilà, je le Cher Mike, demande. Cher Mike, il me semble quand même que la musique d'introduction sur GPTV, c'est un petit peu le Lacrymosa aussi, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais avant, parce qu'avant, il y a un petit intermède, toujours avant les émissions. Il y a toujours des petits intermèdes comme ça. Bon. Alors, j'ai un auditeur qui n'est pas content, après vous, cher, cher Pascal. Mais ici, nous sommes transparents. Bonjour, donc tous ces drones et ces avions qui violent les espaces aériens, c'est l'OTAN pour provoquer et enclencher une guerre? Point d'interrogation. Incroyable. D'où viennent vos infos? Pouvez-vous citer vos sources? Alors, j'ai plusieurs sources. Il y en a une qui est celle à partir de laquelle j'ai des chiffres que je pourrais vous livrer tout à l'heure. Je le savais, c'est pour ça que je vous pose ces questions. C'est le ministère de la Défense, hein, qui publie officiellement le palmarès, c'est comme ça que je l'appelle. Et puis, j'ai des sources concordantes sur place dans différentes régions qui me confirment ce qui se passe réellement, notamment dans la région de Samara, bien sûr au Tatarstan, ça ne vous surprendra pas, Bien sûr. mais aussi du côté de Belgorod, l'oblast de Belgorod qui est régulièrement visé
par des drones soi-disant ukrainiens. Je dis bien soi-disant ukrainiens parce que parmi les zones qui sont attaquées, euh, lors de la nuit du 22 au 23 septembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, alors j'ai des informations 48 heures après parce que le temps qu'elles soient vérifiées, ont été attaqués, 69 drones ont attaqué OTAN ukrainien, Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, les environs de Moscou, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov. Donc, il y a des villes parmi la liste que je viens de citer qui sont assez proches de la ligne de front, mais il y en a qui en sont très éloignées. Alors, Briansk et Moscou, je peux vous assurer que la question se pose de savoir quelle est la nature de ce matériel, parce que les drones ont une autonomie assez réduite, et on se demande d'où ont pu partir les engins qui ont survolé ces villes. Ils ont bien sûr été détruits, mais d'où sont-ils partis? Et il y a eu au cours de la semaine dernière des attaques très brutales, notamment sur la centrale nucléaire de Kursk, n'est-ce pas? Bon, attaquer une centrale nucléaire, rien de plus amusant, n'est-ce pas, pour les Ukrainiens? Et un dépôt de munitions assez important à Taganrog, là c'est au bord de la mer Noire, c'est du côté de Rostov. C'est à l'entrée du pont de Kerch, qui relie la Crimée. Donc, effectivement, toutes ces informations-là, vous les aurez ni sur LCI, ni sur l'ORTF de Madame Mernotte, ni sur CNN ou ce genre de choses. Mais faut dire aussi aux gens, et je le dis à notre ami auditeur, que je salue bien entendu, et que je respecte, et je sais que c'est un auditeur fidèle. Et donc, quand on dit des sources, enfin, les gens souvent, quand ils vous disent vos sources, ils attendent qu'on leur dise ouais, c'est décrit dans Personne. l'IB, Le Monde ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que lorsque l'AFP publie une dépêche, moi j'ai jamais entendu personne dire Monsieur de l'AFP, quelle est votre source, Monsieur de l'AFP? Non. L'AFP, c'est le totem, même parmi ceux qui se disent de droite, d'opposition, ou ce que vous voulez. En réalité, lorsqu'on invite, nous, des spécialistes tels Pascal Mas, ou lorsqu'on invite des journalistes, moi-même en tant que journaliste, on nous appelle constamment d'ailleurs, parce que nos téléphones, parfois malheureusement, euh, nos numéros en tout cas tournent un peu partout, et donc des entre guillemets sources vous appellent constamment. Alors parfois c'est un peu lunaire, mais parfois et souvent, ce sont des informations assez précises, importantes, réelles, mais c'est pas des informations que vous aurez en achetant le Figaro de ce matin, en disant tiens ah oui c'est écrit là, Monsieur Pascal Mas l'a dit, c'est marqué là sur cette paragraphe du Figaro. Ce n'est pas ça. Malheureusement, on aimerait que ça soit ça, mais ce n'est pas comme ça parce qu'il y a des narratifs. En tout cas, il y a un narratif qui essaye de s'imposer dans ce pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher Pascal. Et Je ce vous réponds. narratif qui s'impose, officiel, eh ben, c'est celui qui vous entoure tous les jours. Voilà. Alors, Mike, vous aurez remarqué à ce sujet que l'une des premières décisions qui a été prise en France et dans l'Union européenne, c'était de censurer RT et Sputnik. C'est-à-dire qu'on coupe. Bon, maintenant en France, ça commence à devenir une spécialité. On ferme C8 en espérant fermer CNews après. Bon, ça montre bien. Quand on censure, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi. Bon. Que se passe-t-il? On entend pique-pente sur les réseaux, que les réseaux ceci, que les réseaux sont responsables de la criminalité infantile, etc., etc. Bon, sauf que les réseaux et notamment les chaînes Telegram, auxquelles j'invite votre interlocuteur à s'abonner, permettent d'avoir de la vraie information, de la réinformation sur les chaînes Telegram et quand on utilise le système VPN pour pouvoir se connecter sur les chaînes qui sont interdites en France, comme à l'époque de l'occupation, n'est-ce pas? Euh, vous pouvez avoir des vraies informations, des images
des images. Par exemple, il ne se passe pas une semaine sans qu'on voit des pauvres gars ukrainiens qui sont capturés par l'espèce de milices pour les envoyer au front. Avec, souvent, ce sont leurs femmes ou leurs enfants qui essayent de les défendre pour pas qu'ils soient envoyés se faire massacrer sur le front du Donbass. Ça, vous n'avez pas vu une seule image. Bon, les démonstrations des groupes nazis, je dis bien le mot nazi, de Pravi Sector et de Azov, vous n'en avez pas vu officiellement une seule. C'est sur les réseaux qu'on vous a montré ça, avec les noms des types, avec les dates, les heures de ces manifestations. Ça, rien sur les médias mainstream. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, même sur CNews, quand vous voyez le petit bandeau en dessous de l'image qui dit Zelensky a dit ça, bon, bah d'accord, ça c'est sûr que Zelensky il dit tout ce qu'il veut. Et c'est repris sans être contesté. Hein. Il donnerait la recette du borsch ukrainien, on dirait, ben voilà, le plat national, c'est ça. Bon, et on vérifie rien. Bon, heureusement, et bon, j'invite aussi les auditeurs de Radio Courtoisie et de GPTV de consulter le site stoprussophobie.info, où là, justement, on charge des documents, des chiffres, et ceux qui sont des chiffres qui ne sont pas contestés par l'OTAN. Quand on leur dit, voilà, par exemple, la semaine dernière, 23 véhicules blindés ont été anéantis par le groupe Nord, 3 chars. Même on montre des photos de ces choses-là. Mais ça passe pas en Occident. Parce qu'en Occident, les Russes sont affreux, c'est des méchants, c'est des Cosaques, et ils bombardent uniquement des maternités, des trucs comme ça. Alors, tout ça, c'est une dialectique qui nous est servie depuis 3 ans et qui commence un petit peu à être contestée ou mise en doute. Bah écoutez, moi j'ai reçu nombre de fois. Tiens, hier par exemple, j'ai reçu sur YouTube à Géopolitique Profonde nos amis Claude Janvier et Lucien Cerise qui Voilà. revenaient du Donbass. Je vous invite à voir cette émission sur YouTube. Et ils m'expliquaient comment des enfants sont morts parce que des drones ukrainiens allaient en ville jeter des bombes sur des civils. Oui. Voilà, ça c'est concret, c'est réel, il y a les tombes, il y a les noms, il y a tout, on a pu montrer les images, voilà, et ce n'est pas quelque chose que nous pourrons lire dans le monde diplomatique. Non, ni même dans le Figaro, ni même il y a des journalistes français qui font un excellent travail. Je vais citer bien sûr Régis Le Sommier et Anne-Laure Bonnel, qui eux ont été sur place de l'autre côté pour voir ce qui se passait et qui eux ont été dans le Donbass avant l'opération spéciale et qui ont vu, parce que Anne-Laure a été obligée de se cacher d'ailleurs, les bombardements de l'armée ukrainienne sur les populations réellement civiles du Donbass en 2020-2021. Donc, tout ça, c'est caché. Mais malheureusement, d'ailleurs, c'est assez général. Vous avez vu avec quelle brutalité le service public essaie de se défendre par rapport à la divulgation de toutes ces manigances et de son déficit. Bien sûr, vous avez prononcé le nom d'Anne-Laure Bonnel, je rappelle qu'elle a publié, c'est elle qui a publié, donc je dis qu'elle est malade du cancer actuellement. Donc voilà, on la soutient bien entendu et on pense très fortement à elle. Bien sûr, mais c'est pour ça que je la cite parce qu'elle est toujours dans mon esprit, dans mon cœur. Il existe de la réinformation. Malheureusement, elle n'est pas aussi facilement accessible que la soupe qui est servie régulièrement par LCI, euh, par le service public et puis par d'autres médias qui, par paresse, c'est pas par mauvaise foi, mais c'est par paresse. C'est plus facile de recopier une dépêche de l'AFP que d'envoyer un envoyé spécial et c'est moins dangereux. Et Hein. d'ailleurs, je remarque qu'il y a peu de journalisme de guerre actuellement en France. Et voilà. Autrefois, pendant le Vietnam, pendant d'autres La guerre conflits, il y avait... d'Irak, par exemple, rappelons-nous. Ouais, mais là, il n'y a personne.
Il n'y a personne. C'est comment la propagande ukrainienne est servie à CNN qui retransmet ensuite aux médias occidentaux. Et on peut avoir les images, hein, parce que ouais, je le dis, Claude Janvier, Lucien Cerise, j'ai même reçu il y a un an de cela Sylvain Baron qui lui-même était parti dans le Donbass, et à chaque fois il revenait avec des images Oui, qu'on a pu diffuser. Hier, vous avez des images qu'on a pu diffuser, on a même diffusé des images, cher Pascal, de troupes ukrainiennes qui combattaient sous pavillon russe. oui, je suis pas On a montré surpris. des entraînements. Voilà. Mais je suis pas surpris parce que vous savez que, bon, surtout depuis l'année 2024, il y a beaucoup de populations sur le soi-disant territoire ukrainien, c'est-à-dire plutôt le Donbass, les quatre oblasts du Donbass, qui sont partis en Russie. En Russie, ils sont partis à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Yekat, etc., parce qu'ils en avaient marre. Parce que c'est depuis 2014 qu'ils se faisaient taper dessus. Donc, ils en avaient marre. Et il y a beaucoup de soldats euh, de nationalité ukrainienne, mais qui sont russes, parce que justement issus de ces régions, qui ont préféré partir et soit se réfugier ou combattre avec leurs frères russes, parce qu'ils sont russes, ils parlent russe, ils mangent russe, ils sont orthodoxes, et ils n'ont rien à faire avec les autres. Et il y a même, je dirais, alors ça, j'ai eu quelques exemples, mais je ne peux pas citer justement les sources pour ne pas mettre en danger celui qui me les a transmises, des mercenaires occidentaux, dont deux Français, qui ont compris que c'était foutu et qui sont partis. Hein. Bah, Donc là, on aborde le problème. Vous avez tout à l'heure parlé des capacités techniques, du matériel, des armements et tout ça. Mais il faut se parler du bilan humain de cette opération, qui est une catastrophe pour la population ukrainienne. bien sûr. Hein, On parce le que connaît, c'est au moins 1 million de morts. non seulement ça, mais le nombre de ceux qui sont partis, qui ne reviendront pas parce qu'ils n'ont pas de raison de revenir. Hein, pas forcément parce qu'ils sont blessés ou parce ils ont été, ils sont décédés, hélas. Hein, parce que la guerre, ça fait des morts. Hein. Je suis désolé, mais c'est C'est pas. drôle, mais enfin non, c'est pas drôle. Non, C'est même pas drôle. tragique, mais il y a 2 ans de cela, rappelez-vous, euh, il y avait un missile qui était tombé, ou je sais plus quoi, je crois que c'était un missile, ouais, qui était tombé dans une ferme polonaise. Il y a eu d'ailleurs un infirmier polonais qui est mort à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et on a les journaux de l'époque, les grands médias de l'époque ont titré quasiment pour la Troisième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Oui, oui, bah, évidemment. Et Mm. donc on a créé l'hystérie pendant, allez, on va dire 1 semaine, et puis plus rien. Parce qu'en fin de Voilà. compte, je me demande où en est l'enquête. Est-ce que c'était vraiment un missile russe? On n'en sait rien. Et donc, même, je me demande même si cet épisode, si je le rappelle aux gens, si il n'y a pas 9 Français sur 10 qui justement l'ont oublié. Et je pense que Bah, ça va bien être la sûr. même chose que qu'avec ce drone qui allait en Pologne où on en fait dorénavant des hystéries nouvelles. Non, mais Mike, ce que vous dites est parfaitement exact. Mais voyez-vous, la semaine dernière, quand la Russie a été soupçonnée, accusé, pas soupçonné, accusé d'avoir lancé des drones au-dessus de l'espace aérien de l'OTAN. Bon, bah, Monsieur Lavrov, il a dit d'accord. Ah bon, c'est nous? Bon, bah, montrez un petit peu les drones en question et montrez le numéro de série. Silence. Silence. Hein. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que la propagande occidentale parce que c'est que de la propagande, c'est plus de l'information. La propagande occidentale sert en permanence une soupe à sa population pour lui faire avaler. Alors là, pour le réarmement, ça va nécessiter des fonds considérables. Je ne vois absolument pas comment la France va pouvoir augmenter son budget militaire. Avec quel argent? On va encore emprunter au Qatar? On va faire comment? Là, ce pauvre le cornu, il va essayer de tenir jusqu'au mois de décembre, mais avec quel argent?
Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, Bah, beaucoup l'argent, il sont pas. existe. Et je vais vous dire comment. En réalité, il existe. Madame Sandrine Rousseau et Monsieur Copé, qui, pour le coup, ont eu une accointance fabuleuse entre eux, ils étaient d'accord sur un même sujet, pour le coup. Ils ont dit, dernièrement, que les Français possédaient, en gros, 6 000 milliards d'euros d'épargne. La dette étant à 3 400 milliards d'euros, voilà, le calcul, c'est leur mot, hein, est vite fait. Ouais, Voilà, ouais. ils vont vouloir à terme, je ne dis pas l'année prochaine, mais à terme, se servir dans ce fameux patrimoine national. Et Mmh. visiblement, la gauche de Madame Rousseau et la droite de Monsieur Copé, c'est-à-dire peut-être le rêve des mondialistes de faire en France, en français, c'est-à-dire de faire ce grand gouvernement d'union nationale, eh bien peut-être bah, qui toucheront à cet argent-là, qui feront cela. Ça tombe sous le sens. Et l'alerte avait été lancée par des déclarations de Madame Christine Lagarde il y a déjà 2 ans à Bah, ce voilà. sujet-là. Hein. Donc c'était sur l'épargne, sur comment les assurances vie, etc., etc. Elle n'avait pas fait gaffe, elle a lâché le morceau il y a 2 ans. Bon, maintenant, ça a été repris par ce que vous venez de citer. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit les opposants à cette solution qui s'expriment. Mais qui Parce sont que les c'est pas. opposants à cette solution? Moi, je n'entends Ah, je pas. l'ignore. Je veux savoir qui ils sont. Je l'ignore. Si, Voilà. bien sûr, il y a certaines personnalités, il y a Asselineau, il y a Oui, Philippot, mais eux, ils sont. là, ils sont tricards sur les C'est pas ondes. qu'ils Hein, sont que tricards, c'est qu'en fait, euh, ils ne sont pas déjà représentants. Enfin, ils ne représentent pas le Parlement. Ils n'en sont pas. Ils ne sont pas de cette Et, fameuse. Mike, est-ce que vous croyez que M. Dupont-Aignan représente quelque chose? Est-ce que M. De Villepin représente quelque Ah chose ben à non, c'est sûr, quelqu'un? c'est sûr. Bon, est-ce que M. Mélenchon, qui n'a aucun mandat, il n'est même pas adjoint au maire, représente quelque chose? Bon, c'est un gourou, c'est l'ayatollah Khomeini dans sa villa de Naufle-Château. Ah, bon, sauf qu'il en sort plus souvent que le barbu de Naufle. Bon, je veux dire, en ce qui concerne nos sujets, c'est l'union, c'est Mais le moi, pont. je vais vous dire, cher Pascal, Oui, parce on peut dévier un peu, on peut dévier, on parle un peu de politique, oui, on est là entre amis, de toute façon. oui, C'est que Monsieur Mélenchon, pour moi, est d'accord avec Madame Sandrine Rousseau. bien sûr. Voilà, on Attention, va dire les parce que choses. Et son puis, patrimoine. j'ai entendu les dernières déclarations de Madame Le Pen, qui sont, pour moi, excusez-moi, hein, désastreuses, où elle explique qu'elle veut remettre l'impôt sur la fortune. Alors qu'elle mette l'impôt sur la fortune des actions, 1 300 000 actions, bon, pourquoi pas. Tous ceux qui ont impôt sur la fortune financière, bon, on peut en débattre. On peut en débattre. Pourquoi pas. Mais, alors qu'elle a toujours dit qu'elle voulait supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire sur le gars qui a un petit patrimoine immobilier, sur les 60% de personnes qui ont un patrimoine immobilier, hier, elle a dit quelque chose qui pour moi est désastreux, c'est que elle enlèverait certes l'impôt sur la fortune immobilière sur la résidence principale, mais bon, il y a très peu de gens qui la payent parce que l'adresse principale, déjà, vous avez une décote de 30%, donc bon, avant de la payer, il faudra quand même un peu de temps. Mais sur la résidence secondaire. Et ça veut dire qu'on a toute une classe moyenne qui a peut-être hérité de résidence secondaire. Encore résidence secondaire, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait genre maison de campagne, quoi. Mais qui ont hérité, je sais pas moi, d'un patrimoine de leurs parents, qui vient de leurs arrière-arrière-grands-parents, d'une maison de famille qu'ils ont depuis le Moyen-Âge, on va dire, pour exagérer un peu, et qui serait taxable sur l'impôt sur la fortune juste parce que l'euro se déprécie, que en réalité l'inflation fait que elle prendrait une certaine valeur. Moi je trouve ça de la part de Madame Le Pen, et je le dis très sincèrement, hein, les gens peuvent m'écrire, honteux, hein, je le dis très sincèrement. Mais ce que vous abordez, ça va dans le sens de tout un discours qu'on entend depuis plusieurs semaines,
qui est de nature à déposséder les Français de leur C'est le patrimoine. Great Reset, je vais le dire en anglais, voilà, parce que c'est la grande réinitialisation. C'est la grande réinitialisation. Madame Le Pen en est. Elle veut dire aux gens, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que de toutes les manières, dans la voie que nous suivons, que la France suit depuis maintenant 2 dizaines d'années, euh, c'est ce que moi j'ai appelé, enfin c'est ce que notre ami Costantini, qui est un habitué de Radio Courtoisie, avait, Et que l'on salue. bien sûr, et qu'il avait évoqué il y a 30 ans. 30 ans, François et moi, on se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas, Mike? Et il avait appelé ça la clochardisation de la France. C'est-à-dire que les dirigeants, par leur inconséquence, sont en train de ruiner notamment la classe moyenne française pour faire du pays un pays du tiers-monde, avec une classe ultra privilégiée qui ne possède rien parce que tout son patrimoine est délocalisé dans des pays avec des facilités fiscales avantageuses. Et puis les autres, les gueux d'Alexandre Jardin, j'en Mais suis. vous imaginez, cher Pascal, on passe de Jean-Marie Le Pen qui voulait supprimer l'impôt revenu à Marine Le Pen qui veut taxer à fond. Bon, j'en dirai pas plus. On va retourner sur les questions de l'OTAN. Et puis, bien entendu, la coupure du Bobino, El Bobino. Continuez à soutenir Radio Courtoisie pour qu'on puisse inviter notre ami Pascal Mas. C'est grâce à vous qu'on peut avoir Pascal Mas en visio. Et on est toujours très content de recevoir Pascal Mas ici à Radio Courtoisie, à Géopolitique pour Monde. Et parce que pour le coup, Pascal Mas, on se l'arrache dans les chaînes russes, d'Azerbaïdjan. Tiens, tu sais que j'ai été interviewé aussi par une chaîne d'Azerbaïdjan qui est venue jusque au studio, mais eux, c'était pour un autre sujet, c'était pour parler de Brigitte Macron. C'était et de savoir si elle avait un petit quelque chose en plus. Voilà, les histoires vont jusque en Azerbaïdjan. Alors, tiens, commentaires d'auditeurs, merci pour cette très intéressante émission et toutes ces informations. Quant à Nini Flamme, non, pas Nini Flamme, Nini Glam, non, pas Glam. C'est pas moi, je me trompe aussi. C'est quoi? C'est Flamme. Moi, je me trompe. Elle devrait faire le générique de la nouvelle émission du soir. Ce serait mieux que la voix de Macron qui nous fait très mal aux oreilles. On préfère la voix de Nini. Et oui, Monsieur Bouclé, je lance cet appel au président de Radio Courtoisie. Mettez au générique de votre émission du soir la voix de Nini Vlam. C'est Nini ou Mimi, je sais même plus. Ah, c'est Nini Vlam. Voilà, que je me trompe pas. Donc mettez ça et puis mettez-le nous avant là, le matin, le samedi matin, s'il vous plaît. Avant mon générique aussi, s'il vous plaît. Voilà, un peu que je puisse entendre de la bonne musique. Hein. Bon, on va revenir à l'OTAN, cher Pascal. Comment vous voyez l'avenir à 2-3 ans sur ce conflit, l'avenir géopolitique sur ces 2-3 ans? Alors, moi, je suis le tenant d'un scénario qui semble maintenant être acceptable pour l'Occident. Je voudrais bien l'entendre ce scénario parce que je sais qu'il est pertinent, je sais que dans 2-3 ans, il se vérifiera. Alors, il s'agit de l'exemple, c'est la situation à Chypre depuis 1974. C'est-à-dire que les Turcs ont annexé le tiers nord de l'île pour en faire la République de Chypre du Nord, qui n'est reconnue que par quelques États, dont la Turquie, comme c'est étrange, et l'Azerbaïdjan, justement, et qui est peuplée exclusivement de Turcs, puisque toute la population grecque a été expulsée. C'était en 1974, on ne parlait pas encore de purification ethnique ou d'épuration, c'était comme ça. Bon. Le conflit s'est arrêté à l'issue de... Alors là, à cette époque-là, c'était l'ONU qui œuvrait. Hein, vous savez, l'espèce de grand truc à New York là, qui sert à rien. À cette époque-là, c'était l'ONU. Et donc, il y a eu un compromis qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de cessez-le-feu. Il y a une ligne de cessez-le-feu qui sépare l'île en deux.
avec deux États, donc la République de Chypre et la République de Chypre du Nord, qui est une émanation coloniale turque. Depuis 1974 que c'est comme ça. Mais ça n'a pas empêché Chypre de rentrer, la République de Chypre, là, donc le côté grec, de rentrer ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Et dans l'OTAN, dont fait partie la Turquie. Je l'ai mentionné tout à l'heure en début d'émission. Donc, vous avez sur la même île deux pays qui sont hostiles, mais qui sont dans la même alliance. Bon. Donc, moi, le scénario auquel je souscris et que je soutiens, c'est que le Donbass va devenir une sorte de Chypre Nord, c'est-à-dire un territoire administré par la Russie, qui est officiellement considéré comme faisant partie de l'Ukraine, mais on va faire comme si, c'est-à-dire que les, les gens du Donbass retrouveront ce qu'ils ont perdu en 2014, c'est-à-dire le droit de parler leur langue, le droit d'aller dans leur église, le droit d'avoir leur télévision, leurs journaux en langue russe, d'avoir la nourriture russe qui est la leur depuis des générations et des siècles. Et puis, l'Ukraine fera comme si ils ne voyaient pas ce qui se passe. C'est un peu le cas de la Transnistrie dont je vous parlais tout à l'heure. La Moldavie fait comme si de rien n'était, alors que la langue en Transnistrie, c'est le russe, on utilise le rouble, la télévision est en russe, etc., etc. Donc, c'est-à-dire un paravent qui permet de déshonorer personne. C'est-à-dire que les quatre oblasts du Donbass seront sous contrôle effectif russe, même si la Russie dit c'est à nous, c'est comme les Turcs qui disent que le Chypre Nord fait partie j'allais dire l'Empire ottoman, mais de la République de Turquie. Et puis les autres, ils disent non, non, c'est à nous, mais on fait comme si. Je pense que ça va s'arrêter comme ça. Parce que, de toute manière, aucun retour en arrière n'est possible. Aucun retour en arrière n'est possible. C'est-à-dire que jamais la Russie ne lâchera le Donbass. C'est pas la même chose que l'Alsace-Lorraine, entre 70 et 14. C'est pas la même chose. Et ça va arranger tout le monde de faire comme si. Je pense que cette solution, et je ne sais pas d'ailleurs si du côté américain, c'est pas vers ce genre de truc qu'on arrive. On a le même exemple en Corée. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont séparées par une ligne de cessez-le-feu. C'est pas une frontière. Mais on fait comme si. Chacun a son État, avec des systèmes politiques et économiques différents, mais on fait comme si. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous aurez remarqué, cher Mike, que la Corée du Nord et la Corée du Sud font concomitamment, participent aux Jeux Olympiques, tout un tas de trucs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas il y a pas de problème là-dessus. Vous voyez, sur certains, la diplomatie du sport est très importante, et surtout dans les cas comme ça. Donc, et puis pareil pour l'Eurovision, vous avez mentionné tout à l'heure. Je lisais ce matin que l'Eurovision allait statuer au mois de novembre pour savoir si Israël allait être invité. C'est quand même pas mal, il faut le faire, hein, d'en arriver à ça. Mais avec un statut hybride de ce genre-là, ça peut tenir. Et ça, bien sûr, pour le bien-être des Ça populations. peut tenir combien de temps? Attendez, Chypre, c'est depuis 74, on est en 2025. Ouais, Et c'est vrai. personne n'a envie de mettre en cause ce système qui n'est évidemment pas, alors surtout pour les Grecs qui ont été obligés de s'enfuir, qui ont été obligés d'abandonner leur maison, mais personne, d'ailleurs les Grecs qui sont partis, beaucoup sont partis en Australie, au Canada et autres, ils n'ont plus du tout envie de venir rentrer à Chypre, parce que bah, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Leur maison est occupée par d'autres, leurs terrains sont cultivés par d'autres. C'est une situation qui stagne, et puis tout le monde s'en arrange. Bon, tout le monde s'en arrange. Bon, bah, alors il y a deux bases militaires britanniques, parce que comme je le disais au début, les Anglais ont toujours l'habitude de se mettre un petit peu le bazar partout pour pouvoir rester les maîtres du coin. Bon, donc base militaire britannique égale OTAN. Donc, il n'y a pas de risque fondamental que les hostilités repartent entre la Turquie et Chypre. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de raison. Il n'y a plus de raison. Enfin, c'est malheureux, mais c'est un fait. C'est acté que le nord de Chypre est un territoire sous influence turque.
Alors, j'ai un message d'auditeur. Bonjour, saluez Lara Stam et Nicolas Stocker, bien entendu. On Bien les sûr. salue. En réalité, l'épargne des Français n'est pas liquide, elle est placée et difficile à mobiliser. D'autre part, la dette est possédée par des étrangers. Ils ne veulent pas être remboursés par des euros français, impossible à transférer. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, on a un peu dévié sur ça, mais bon. Moi, je pense, cher monsieur, que votre version qui est un peu optimiste, la mienne, elle est un peu moins. On voit que sur des lois liées à l'immobilier, l'État commence à prendre dorénavant une part prépondérante. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les gens ont un patrimoine pierre, des choses comme ça, mais n'ont pas de cash. Voilà, ils n'ont pas d'argent liquide, si je puis dire, pas de l'argent mobilisable, quoi. Et donc, qu'est-ce que font les gens? Eh ben, ils vendent. Ils tapent dans le patrimoine, ils vendent. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va aller. C'est-à-dire que l'imposition sera si forte sur tout, en gros, que les gens commenceront à vendre ce qu'ils possèdent afin de payer financièrement, voilà, en liquide, en monnaie, au trésor public. D'ailleurs, je vous invite, chers amis, à regarder votre taxe foncière de 2015 et votre taxe foncière de 2025. Il y a un petit différentiel, sans compter, par exemple, sur vos appartements, les lois liées à l'écologie qui vous ont obligé à faire des travaux. Et si vous n'aviez pas de l'argent mobilisable, vous avez peut-être vendu un bien parce que vous ne pouvez pas faire ces travaux. En plus, vous avez vendu en décote, forcément. C'est pareil pour les voitures, enfin pour tout ce que vous voulez, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, même si aujourd'hui, en effet, monsieur a raison, elle n'est pas totalement liquide, cette épargne, ils finiront justement par la rendre liquide, puisque s'attaqueront à autre chose pour que vous puissiez vendre votre patrimoine. Voilà, en tout cas, vous délester de ce patrimoine afin de contribuer encore plus à l'impôt. Et je suis désolé, euh, j'ai rien contre Madame Le Pen, mais si c'est pour avoir le Parti communiste français en son sein à la tête du pays, excusez-moi, c'est pas non plus la panacée, quoi. Voilà, d'ailleurs, elle s'est justifiée en disant oui, mais vous comprenez, moi, j'ai gagné à Hénin-Beaumont, je ne veux pas l'union des droites parce que moi, à Hénin-Beaumont, j'ai gagné grâce à des communistes et des socialistes. Excusez-moi, Madame Le Pen, mais les communistes socialistes, aujourd'hui, nationalement, ça pèse 1,7% pour les socialistes et pareil à peu près pour les communistes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez faire du marxisme pour 3,5% de voix? Allons, allons. Je sais pas ce que vous en pensez, cher Pascal. Eh bien, je vais juste ajouter, parce qu'effectivement, on est un petit peu en dehors du sujet principal, mais un simple exemple, parce que je l'ai vécu, j'en ai souffert, ce sont les droits de succession. Ah ben, tiens. Ça, vous pouvez dire à tous les auditeurs de Radio Courtoisie et de GPTV qu'en matière de spoliation officielle, on fait pas mieux. À part l'URSS, que j'ai bien connu, euh, la confiscation d'un patrimoine à travers les droits de succession, c'est quelque chose de criminel. Des gens qui, je pense à mes parents, qui ont travaillé comme des esclaves pour pouvoir construire une maison et tout ça, il a fallu qu'on paye deux fois pour pouvoir garder cette Oui, maison. parce que c'est Alors que 45%. c'est ça. Hein. Et donc, combien de fois, comme vous l'avez mentionné, des gens, pas forcément dans le cadre d'une succession, sont obligés de vendre leurs biens pour payer les impôts. C'est-à-dire que dans la fameuse taxe de l'autre Gugus, là, Zuckman rime avec Glucksmann, faut pas l'oublier. Euh, D'ailleurs, tiens, rappelons qui est Glucksmann aussi. C'est un ça, agent américain, agent de la CIA. oui. D'ailleurs, son père, que j'ai bien connu, puisque je m'y suis opposé aussi, assez brutalement d'ailleurs, doit faire ventilateur dans son tombeau parce que quand il voit ce que son fils fait, bon, je ne parle pas parce que ça serait l'objet d'une autre émission de ses tripatouillages en Géorgie et en Ukraine.
Mais celui-là, il est quand même bien gratiné, hein. Bon, pour en revenir à ces histoires d'imposition, on est dans un État socialiste, socialiste à la manière Brejnev. C'est-à-dire que bientôt, vous allez devoir justifier si vous achetez une paire de chaussettes, d'où elle vient, d'où vient cet argent, qui vous l'a donné, etc. Enfin, Mais oui, parce que vous savez ce que j'ai appris par le président de banque Conso Service, c'est-à-dire ceux qui travaillent un peu enfin, sur les banques, sur le droit bancaire, parce qu'ils expliquent comment les banques volent les gens. Eh bien, j'ai appris qu'à partir de septembre 2026, alors là, j'ai appris, hein, je ne le savais pas, nous serons dans l'obligation de réaliser des factures dites numériques. Est-ce que vous savez ce que c'est les factures numériques, cher Pascal? non, non, je crois, je connais la finalité, mais je vous laisse Eh ben, exposer. en fait, c'est créer des factures à partir d'une soi-disant agence indépendante qui... Oh. oui, oui, oui. C'est septembre 2026, vous pouvez aller voir les Gifrance et Ah tout. oui, oui. Vous allez voir, les auto-entrepreneurs, les entreprises devront dorénavant éditer des factures numériques. C'est-à-dire que vous ne ferez plus votre facture, tiens, chez vous, par exemple sur Word, j'en sais rien, vous envoyez à votre client, merci, il va être payé, voilà. Non, non. Vous devrez passer par un organisme pour réaliser des factures numériques. On ne se rend pas compte vers quoi on va. Même 1984 et à côté est un espace de liberté, mais véridique, hein. Pour Oui, le oui, coup, quand j'ai appris ça il y a 2 semaines, et je vous invite à voir cette émission sur géopolitique profonde, voilà, et aller même sur les Gifrance, vous regardez ce que c'est la facture numérique. La République est devenue une prison. Voilà, c'est une prison, faut le dire. oui, mais enfin, moi je pensais que vous alliez parler de la justification des dépenses supérieures à 1000 euros. Ah bah tiens, oui, mais ça, il y en a tellement, il y en a tellement. Par contre, les Chinois, quand ils vont à Louis Vuitton aux Champs-Élysées, ils payent en espèces et ils n'ont pas à justifier. Ça, c'est magnifique. Et les Qataris, quand ils achètent une tour dans le 15e arrondissement de Paris, Pareil. on leur demande pas grand-chose, hein. Ouais. Peut-être même qu'ils viennent avec des valises, hein. Peut-être même qu'ils ont le droit de le faire. On sait pas, hein. Bah, c'est-à-dire que c'est soit ça, soit on vous présente les créances que vous nous devez. C'est clair. C'est C'est une certaine manière de bazarder le patrimoine de la France. C'est du troc, quoi. Bon, bah, vous nous avez prêté l'argent, on est à 3 400 milliards de dettes. Bon, on ne peut pas vous payer, alors on vous donne un immeuble. Ça, Mike, ça, c'est la fin de l'URSS, c'était ça. C'est-à-dire quand les kolkhozes et puis les usines ont été privatisées, bah, ah. comme il n'y avait pas d'argent, alors on donnait une vache, on donnait une voiture et tout ça pour pouvoir indemniser les gens, vous voyez. Ça, Alors, c'était bien sûr. l'URSS, oui, l'URSS de 90, 91, c'était ça, c'était terrible. Et ça n'empêchait pas les gens d'avoir un peu de dollars pour essayer de mettre du beurre dans les épinards, on va dire. Certainement pas les retraités qui avaient été Ah, ruinés par Gorbatchev. ça c'est sûr. Alors, tiens, j'ai un commentaire du même monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec votre réponse. Ma remarque n'était pas une objection. Oui, mais votre remarque, au moins, a permis de digresser sur des choses quand même importantes, mine de rien. Parce Parce que que sur bon, les on parle de sources, l'OTAN, mais voilà, on peut prendre un quart d'heure, parler c'était sur d'autre les chose que de sources, n'est-ce l'OTAN, hein. pas? C'était sur les sources d'information, n'est-ce Non, pas? non, 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 c'était sur le patrimoine. Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui empêche l'Union Européenne avec la Russie? Attendez, il manque un mot, je pense. Oui, il manque quelque chose. Ah oui, donc le deuxième. Peut-être qu'il y a une correction. Ah, je reçois là, Nini nous. Ah, tiens. Pourquoi ne parlez-vous pas de ce que les Français possèdent dans les paradis fiscaux? 8600 milliards d'euros. Quand on digresse, hein, quand on parle d'argent, ça fait discuter à vrai. Non? Alors, si c'est dans les paradis fiscaux, on n'est pas censé le savoir, C'est- premièrement.
On n'est pas censé savoir s'ils sont des Français, ou s'ils sont des Belges, ou s'ils sont des autre chose. Ça, on est, bon. Le principe d'un paradis fiscal, c'est justement, c'est de cacher ses sous là où on ne va pas les trouver. Bon, les Russes ont pratiqué ça avec Chypre, avec Malte, sur des sommes absolument considérables. Et comment Vladimir Poutine a fait rapatrier cet argent? C'est justement en diminuant les impôts avec un taux fixe pour tout le monde. Et donc, y compris l'argent qui était parti à l'étranger. Mais, cher Et c'est ce que Pascal, vous avez oui, utilisé un très bon exemple avec Vladimir Poutine. On oui, voit bah, comment Vladimir Poutine a mis la pression aux oligarques. Il y a même des images qui le montrent. Mais est-ce que vous oui. pensez, et je dis ça à l'auditeur, moi je suis totalement d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Allez, tapons là-dessus aussi. Alors, Surtout, tapons là-dessus, surtout, si on veut. Par contre, le- est-ce que vous voyez. Allez, je parle même pas de Macron parce que lui, de toute façon, il travaille pour eux. Mais est-ce que vous voyez Madame Le Pen, Monsieur Edouard Philippe, Monsieur Gabriel Attal, pour parler de ceux qui peuvent, qui se vont se prendre au présidentiel, Monsieur Zemmour, je sais pas moi, Monsieur Rotaillot, ou que sais-je, prendre, dire, allez, je convoque Monsieur Pinault, Arnaud, Niel, la famille Pigasse. Hermès, Auchan et compagnie, on dirait, les gars, maintenant vous allez casquer, hein. N'oubliez pas Pigasse. Et Pigas, et qui vous voulez. Allez, maintenant les gars, chut, sinon vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez, on va Alors, vous, ça va se passer comme ça? Bien non. sûr que Alors, non, aucun d'eux ne fera ça. Vous le savez très bien. ce que vous évoquez, cher Mike, c'était un épisode de la reprise en main par Vladimir Poutine Ah bah, de expliquez-le l'économie. nous, tiens. Alors, la reprise en main, notamment le rapatriement de l'argent qui était caché à Monaco et tout ça, je vous parlerai aussi des Ukrainiens de Monaco, ils sont quand même très nombreux. Euh, euh, c'était une manœuvre, c'était la taxe linéaire de, que Vladimir Poutine a mis en place avait pour objectif de faire revenir en Russie de l'argent qui était caché et dont les oligarques ne pouvaient pas se servir. C'est-à-dire qu'ils avaient des sommes fabuleuses qui étaient dans des coffres, je schématise, euh, à Chypre, à Malte, au Liechtenstein et tout ça, mais ils ne pouvaient pas s'en servir. Tandis que là, avec la taxe linéaire, c'était beaucoup plus facile de rapatrier son argent en Russie pour le réinvestir, donc pour relancer l'économie, plutôt que de le laisser moisir dans des coffres. Vous voyez? Donc, à partir du moment où c'est les gens qui avaient de l'argent à l'étranger, notamment tous les oligarques, les Abramovich, Berezovsky, tout ça, ont ramené leur argent, on leur a dit, bon, bah, c'est bon, vous avez ramené votre argent, on ne vous taxe pas, mais vous réinvestissez dans l'économie. Et c'est ce que Abramovich a fait notamment. Il a réinvesti une partie de son patrimoine qu'il avait dispersé en Angleterre, en Israël, au Portugal, un peu partout. Et il a pu réinvestir intégralement son patrimoine, c'est-à-dire le valoriser dans l'économie russe, plutôt que de le laisser sur des comptes auxquels il ne pouvait pas toucher. Et je dis quelque chose parce qu'il y a un caractère encore plus dramatique, c'est que les Occidentaux, et d'ailleurs Macron n'est pas contre ça, voulaient capter les fortunes des oligarques russes en Occident et aussi les avoirs de la Banque centrale. C'est-à-dire pour financer le train de vie de M. Zelensky et de son gang. Ça veut dire que bientôt, il sera plus intéressant, et j'ai un cas avec un ami français, de ramener son argent français en Russie, je ne plaisante pas, hein, parce qu'avec ce que nous prévoit le gouvernement en cours de constitution, il sera plus intéressant d'aller mettre de l'argent, alors je dis en Russie, parce que lui, il habite en Russie avec son épouse, il est russe, il est franco-russe, mais ce sera la même chose à Dubaï, au Qatar et tout ça, c'est-à-dire que d'avoir de l'argent en France, maintenant, ça va être un danger. Hein. Et j'ai des amis à Dubaï qui m'ont dit, alors quand est-ce qu'on t'ouvre un compte? Quand est-ce que tu vends ton appartement? Parce que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, bientôt les gens qui ont un patrimoine, alors je ne parle pas des très grosses fortunes, ceux-là, ils ont déjà défiscalisé en Belgique ou ailleurs avec des sociétés immobilières, etc. Mais des gens qui sont
propriétaires de leur appartement pour lequel ils ont emprunté pendant 25 ans et qui n'ont pas encore fini de payer, de se retrouver dépouillés de leurs biens pour payer des taxes. Quel est l'intérêt? Quel est D'ailleurs, l'intérêt? tiens, où se trouve Madame Zelensky est-ce qu'elle est peut-être actuellement là faisant des emplettes avenue Georges V ou avenue Montaigne? Alors, d'abord, Zelenskaya, elle, ce n'est plus Zelenskaya, ils sont divorcés depuis longtemps, Ah bon? donc bah, bien sûr, mais Ah, je ne non, mais savais ça pas. c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont pas, qui sont masquées. Alors, elle a beaucoup de, elle est cliente prioritaire dans certaines boutiques à Monaco et Ah, en Italie. d'accord. Oui, Je sais qu'elle a une belle garde-robe. exactement. On en connaît une autre à Paris qui a une belle garde-robe aussi. Il lui a pas Ah coûté oui, cher. c'est qui? Une Je ne autre dirai ou pas un son autre? nom. Je ne dirai pas son nom. Elle est d'origine espagnole. C'est tout. Bon, D'accord. ceci étant dit, bon, pour vous parler du train de vie de Zelensky et de son ex-femme, c'est que ces gens-là, ils fréquentent des oligarques qui sont à Monaco. Un de mes amis qui travaille sur Monaco me disait le nombre de Rolls-Royce, de Ferrari, tout ça, immatriculés en Ukraine, parce qu'ils ne se cachent même pas. En Alors, 3 ans, triplé. je vous remercie, cher Pascal. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, hein, déjà, hein, vous Eh avez ben vu? oui. Ah bon, Merci à vous, cher Pascal. Votre actualité en 10 secondes. eh bien, en ce moment, je me concentre pas mal sur les émissions de télévision étrangères. Là, je D'accord. fais, comme je vous ai dit, je fais la télévision russe en français, en arabe, et la télévision azerbaïdjanaise. Et là, j'ai été approché par une télévision locale américaine et une télévision en argentine. Ah Donc bah très bien, ça on me pourra vous voir comme ça. En tout cas, vous serez la voix de la en France espagnol, en dans ces anglais, pays-là. Merci à voilà. vous, cher Pascal. Merci à vous Avec d'avoir été plaisir. toujours aussi nombreux. Place maintenant au libre journal des controverses. Donc, bah voilà, vous m'aurez 3 heures ce matin. Voilà, à tout de suite. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.